Donc, bonsoir à tous, moi je suis Marie-Philippe, je suis interne de cardio et je fais mon année recherche en médecine nucléaire, particulièrement avec le professeur Gage et aussi avec le professeur Habib, et je suis chargée de vous parler des nouveautés en TEP scanner dans les endocardites infectieuses. Alors, l'endocardite infectieuse, on le sait, c'est un pronostic qui est encore sévère malgré les améliorations diagnostiques et thérapeutiques. Et c'est une maladie très intéressante parce qu'il y a plusieurs facettes, une atteinte cardiaque au centre de la maladie, mais également des phénomènes emboliques qui rendent la maladie multidisciplinaire, et puis des phénomènes qu'on met certes moins en évidence, mais des phénomènes immunologiques qui sont sûrement présents de par une bactériémie persistante. Et c'est là où on se dit que la tomographie par émission de positons peut être intéressante et sûre dans toutes ces facettes de la maladie, puisqu'elle associe le métabolique au morphologique qu'on a sur les imageries traditionnelles, que ce soit scanner ou IRM. Alors, où on en est du TEP scanner dans l'endocardite? Pour l'instant, eh bien, la base, c'est les recommandations, les guidelines de 2015 de l'ESC, où ce qu'on sait, c'est que le TEP est très performant en diagnostic précoce des endocardites sur prothèse valvulaire. Ça marche mieux, c'est une meilleure sensibilité que l'échographie sur les prothèses valvulaires, pas sur les valves natives. Et puis, c'est performant dans la détection des lésions périphériques. Alors, les différents axes de recherche en TEP, il y en a plusieurs, je ne vais pas pouvoir tout développer. Il y a d'abord l'apport diagnostique du TEP, c'est-à-dire confirmer les bons chiffres, la bonne sensibilité qu'on a sur les valves prothétiques, et améliorer les choses, c'est-à-dire qu'on a une sensibilité du TEP autour de 75%, une valeur prédictive positive entre 90 et 95% selon les séries. Par contre, ce qu'on sait, c'est que sur les valves natives, ça ne marche pas du tout. On a en tout cas pas très bien. On a une sensibilité du TEP qui se situe entre 15 et 20% selon les séries. Donc on se pose forcément des questions. Pourquoi le TEP ne marche pas sur les valves natives? Et le corollaire, qui sont ces patients qui ont une fixation sur les valves natives? Est-ce que ces patients vont peut-être développer des complications périvalvulaires? Est-ce que le TEP est précoce? Est-ce qu'il va y avoir des abcès qui apparaissent? Des faux anévrismes? C'est la question qu'on se pose et c'est sur quoi on travaille. L'apport pronostique ensuite, et c'est ce qu'on vient de mettre en évidence, enfin pas moi, mais dans le service de M. Habib, on vient de mettre en évidence qu'un TEP qui fixe sur une prothèse valvulaire, ça a une incidence sur la mortalité globale et sur l'apparition même de nouveaux emboles. Ensuite, il y a la détection de cancer, donc ça on vient d'en parler. Il y a aussi, comme le TEP c'est quelque chose de nouveau, il faut rechercher des critères. Est-ce qu'il y a des critères qui vont nous permettre de faire le diagnostic d'endocardite sur le TEP scanner? Donc là, je cite la fixation splénique diffuse, qui est en fait un nouveau critère qu'on est en train de mettre en évidence, qui est très spécifique, qui a l'air d'être très spécifique du diagnostic d'endocardite. Et moi, ce dont je vais vous parler ce soir, c'est surtout c'est l'innovation, c'est du domaine de la recherche complètement, c'est la TEP cérébrale, avec le professeur Gage. Pourquoi on s'intéresse à ça? Bien parce que les complications cérébrales, c'est fréquent dans l'endocardite, c'est entre 20 à 40% selon les séries, 27% sur les derniers chiffres que j'ai. Les patients qui font des complications cérébrales, que ce soit AVC, hémorragie, embole, déjà ce sont des patients qui vont plus mourir que les autres de par la complication en elle-même, mais en plus de ça, c'est des patients qu'on ne pourra pas opérer, ou en tout cas il va y avoir une contre-indication temporaire de la chirurgie, et c'est ça qui va faire que les patients vont s'aggraver. C'est ça, la chirurgie, on le sait, c'est ça qui sauve majoritairement dans l'endocardite, avec évidemment la thérapeutique anti-infectieuse autour de ça. Donc les complications entre guillemets standards, on les connaît, embole, hémorragie, faux anévrisme, et on se pose quand même la question chez certains patients d'autres manifestations, des patients qui sont dégradés, on va dire, sur le plan neurologique, qui sont confus, qui ont un ralentissement au décours de l'endocardite. Alors certes, ce sont des patients âgés et en soins intensifs, mais quand même, on a vraiment des patients qui sont dégradés sur le plan neuro, et on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas autre chose qu'une simple lésion? Est-ce qu'il n'y a pas certains patients qui font des encéphalies, des atteintes
cérébrale parenchymateuse diffuse liée dans ce contexte d'endocardite, que ce soit infectieux, de mécanismes infectieux, immunologiques. On se pose la question et c'est là où on se dit que le TEP avec l'apport métabolique va être utile pour nous, d'autant plus que cet examen est vraiment de plus en plus plébiscité, même en soins intensifs neurologiques. Ça met en évidence beaucoup de pathologies différentes, des maladies vasculaires, des foyers septiques, des encéphalites, pour l'instant paranéoplasiques dysimmunitaires, ça n'a pas encore été montré dans l'endocardite, mais en tout cas c'est un examen qui est de plus en plus intéressant. Et comme c'est la première fois qu'on le fait dans l'endocardite, il y a plein de questions à se poser. Déjà, qu'est-ce qu'on va trouver comme lésions? Est-ce qu'on va trouver que des lésions qu'on va voir à côté, qu'on sait qu'on va trouver en IRM et en scanner, ou est-ce qu'on va trouver autre chose? C'est-à-dire ce qu'on suspecte éventuellement des encéphalites ou en tout cas des atteintes diffuses cérébrales. Et est-ce que trouver ces diagnostics, ça va avoir un impact sur éventuellement le pronostic des patients et qu'est-ce qui va influencer ces différents profils métaboliques? Au final, le but, c'est de sauver le plus de gens possible, et quand on fait un nouvel examen, ce qu'on se demande, c'est quelle va être la rentabilité clinique de la TEP cérébrale, et est-ce que on va inclure cet examen dans le bilan systématique, parce que ça va nous aider au point de le faire à chaque patient qui a une endocardite. Donc, quelques images pour vous montrer, je suis très loin d'être spécialiste, mais donc à gauche, vous avez un TEP, je sais pas, un TEP cérébral qui est normal, donc on va dire au plus on va vers le rouge, au plus le métabolisme est conservé. Donc là, vous avez un métabolisme qui est normal, conservé de manière diffuse et sans atteinte des régions primaires. On fait des diagnostics qui n'ont rien à voir avec l'endocardite infectieuse, on le sait, comme des maladies dégénératives, comme des leucopathies vasculaires, et puis, pour vous peut-être les images les plus intéressantes, ça va être celles-ci qui ont vraiment un lien avec les complications de l'endocardite. Donc ici par exemple, les emboles septiques, vous avez un TEP cérébral, je ne sais pas si vous voyez ici, on a un hypermétabolisme très focal qui correspond à un embole septique. Ici, les images donnent moins bien, mais là vous avez une image d'abcès, donc une image d'hyperfixation, en fait une image en cocarde que tout le monde connaît. Et puis on peut avoir aussi des images de séquelles, c'est-à-dire un défect métabolique, ici, qui peut correspondre à un AVC, soit ancien, soit dans le cadre de l'endocardite. Alors, on peut se dire que là, ce que je vous ai présenté, on peut le retrouver en IRM. Qu'est-ce que la TEP cérébrale va nous amener de plus? Ce sont ces diagnostics-là, c'est-à-dire ces profils d'hypométabolisme diffus, un cerveau qui est éteint globalement, sauf dans certaines régions caractéristiques, donc ça c'est le domaine de la spécialité, mais les régions temporales internes, avec une atteinte des régions primaires, et c'est un diagnostic en tout cas typique d'encéphalite en TEP, pas forcément parlante sur le plan clinique. On peut avoir des images, des suspicions d'encéphalite qui sont un petit peu moins typiques, je ne vais pas développer là-dessus, notamment chez des sujets jeunes. Et quand on regarde un petit peu, sur une étude sur un pool rétrospectif de patients, de 90 patients, avec 62 endocardites confirmées, on trouve pas mal de choses en TEP cérébrale. On a des séquelles ischémiques, des maladies dégénératives, des maladies vasculaires, des emboles, des abcès. On trouve pas mal de choses qu'on pourrait trouver en IRM, mais surtout sur ces 62 patients, on a quand même 15 patients qui ont une suspicion d'encéphalite en TEP scan, dont 5 seulement qui étaient symptomatiques, et ces 5-là ont eu une IRM, et sur cette IRM, ça n'a absolument pas fait le diagnostic. Et ça, on le sait, le TEP scanner est beaucoup plus sensible que l'IRM pour faire ce diagnostic d'encéphalite. Et c'est là où l'examen devient très intéressant. Si on regarde un petit peu les chiffres, donc ça c'est vraiment extrêmement récent, dans le groupe comparatif patient avec une encéphalite, patient sans encéphalite, on a quand même un peu plus d'antécédents neuropsychiatriques et oncologiques. Je pense que les antécédents oncologiques sont très importants à prendre en compte dans le groupe encéphalite. Un germe majoritaire qui change a priori, on partirait plus sur un entérocoque dans le groupe encéphalite. Sur le pourcentage de chirurgie, ça ne change pas, on reste autour de 40%. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas en compte ce diagnostic d'encéphalite pour l'instant, on opère quand même les patients, et ça ne change pas le timing de la chirurgie. Par contre, en termes de mortalité, très clairement, et donc c'est une mortalité qui a été vue sur 6 mois, entre 6 mois et 1 an, on a une mortalité qui passe de 4,2%, ce qui est très faible, c'est-à-dire dans l'endocardite. Le fait d'être en centre de référence clairement abaisse le chiffre, mais
on n'a que 4% de mortalité, et chez ces patients qui ont eu une encéphalite, on est à 20% de mortalité assise. Ce qui est un chiffre qui est quand même assez important. On peut se poser la question du mécanisme sous-jacent. Est-ce que c'est une atteinte infectieuse cérébrale? Ça n'a pas l'air d'être vraiment le cas, puisqu'on n'a pas de différence sur le syndrome inflammatoire biologique. Donc, il y a d'autres mécanismes potentiellement sous-jacents, peut-être les mêmes que ceux qui font qu'on a des fixations spléniques diffuses en TEP. Est-ce que c'est un mécanisme, une réaction immunologique sous-jacente? Pour l'instant, on ne le sait pas. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va explorer ça. Une fois qu'on aura une encéphalite en TEP scalaire, on va essayer de la caractériser, passer une IRM, un EEG, doser des anticorps parce qu'on va chercher éventuellement une réaction immunologique sous-jacente. On a la chance d'avoir le docteur Cafan qui est spécialisé en encéphalite qui vient examiner les patients. Bien sûr, on récupère tous les éléments, les antécédents, le traitement, etc. Et puis surtout, on va recontrôler, on recontrôle ces patients qui ont eu une encéphalite en TEP scalaire. Voir un petit peu ce que ça donne, si le phénomène est permanent ou si c'est quelque chose d'aigu lié à l'endocardite. Et là, on a, donc, excusez-moi. Là, du coup, le premier exemple que je voulais vous montrer, donc une patiente de 73 ans, une endocardite à streptocoque sur valve prothétique aortique, qui avait en février une atteinte caractéristique de type encéphalite, qui était symptomatique, altérée sur le plan neurologique, donc avec un hypométabolisme diffus, et qui a été recontrôlée en avril, après antibiothérapie, chirurgie, elle était en centre de convalescence, elle a été recontrôlée en avril, et là, comme on peut le voir, il y a un métabolisme qui est en train, on a une récupération, on va dire, du métabolisme cérébral, et une patiente qui s'améliore aussi cliniquement, donc de toute façon, on va les suivre, on va recontrôler tous ces patients, voir un petit peu ce qu'ils deviennent, si c'est un phénomène permanent ou pas, à quoi c'est lié, si ce sont des patients à qui il faut faire plus attention que les autres, éventuellement peut-être opérer plus rapidement ou surveiller en soins intensifs. Voilà, il y a plein de questions qui se posent, je soulève peut-être plus de questions que je n'y réponds, mais voilà, je pense que c'est quelque chose qu'on va devoir prendre en compte. Merci.